Une nouvelle édition sur Africa, toutes les télévisions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder et bienvenue dans ce journal. La grève annoncée dans le secteur bancaire ce mardi, les travailleurs donnent une nouvelle chance à la négociation pour un dénouement heureux de la crise. Ce sont les responsables syndicaux qui l'ont annoncé ce matin à la Bourse du Travail. Mamadou Alphaba compte rendu. Les employés des banques et assurances de Guinée se sont entretenus ce mardi à la Bourse du Travail avec leurs représentants syndicaux. Le compte-rendu des négociations avec les patrons des institutions bancaires entamé depuis le 30 mai dernier était à l'ordre du jour. À l'occasion de cette rencontre, le secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow, a demandé à ses camarades de continuer le travail pour la journée de ce mardi afin de donner une nouvelle chance aux négociations. Vu les travailleurs ne voulaient même plus reprendre le travail parce qu'ils ont conscientisé ce mépris et ce mécontentement, ils ne voulaient pas reprendre. Il a fallu les prier. Donc nous retournons à la table de négociation. Si nous ne nous comprenons pas, à partir de demain, c'est une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national dans le secteur financier guinéen. Et quelle a été la garantie brandie par Abdoulaye Sow pour convaincre les syndiqués à reprendre le travail? La garantie, c'est la confiance qui existe entre nous. C'est la première garantie, même en matière de banque. Ces travailleurs ont confiance en nous. Nous leur avons dit de privilégier encore le dialogue autour de la table parce que nous sommes un syndicat responsable. Ils ont compris le message, ils ont accepté malgré tout pour nous donner la journée d'aujourd'hui. Mais passé ce jour, comme je vous l'ai dit tantôt, nous serons en grève. 11 points figurent sur la plateforme revendicative et tous ces points concourent à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés des banques et assurances, explique le secrétaire général de la FESABAG. C'est le relèvement du niveau de salaire, c'est la retraite, c'est notre santé, c'est nos séjours à l'extérieur. C'est cet ensemble-là que nous avons mis sur 11 points de revendication pour que les patrons comprennent qu'il faut d'abord partager la richesse que nous créons et qu'ils comprennent également que nous devons vivre décemment comme les autres. Bien que la grève annoncée a été reportée, mais le constat révèle que la plupart des institutions bancaires privées de la capitale tournaient au ralenti au début de la journée. D'une crise à une autre, on va désormais dans le secteur éducatif avec un nouveau bras de fer qui naît entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les promoteurs des universités privées de Guinée. Après la crise liée aux résultats des recensements biométriques des étudiants, les institutions d'enseignement supérieur privé suspendent jusqu'à nouvel ordre les cours pour dénoncer le retard dans les paiements et la non-signature des contrats. Notre reporter Sa Alouyambouno a fait un tour dans quelques-unes. Suivez son constat. 10 heures ce mardi matin dans l'enceinte de l'université Roi Mohamed VI. Un silence absolu règne dans la cour dépourvue d'étudiants, contrairement aux jours précédents. Quelques apprenants qui n'ont voulu prendre le risque de rater les cours ont eu tort de se présenter à l'école. Les portes des salles de classe sont restées fermées. Celles qui ont été ouvertes n'ont enregistré aucune présence d'étudiants, moins encore de professeurs. C'est la désolation chez les apprenants. C'est marrant de la part des responsables de notre nation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'arrêt des cours là, ça stoppe tout au sein de nous les étudiants d'abord, parce que bon, en tant qu'étudiant, je trouve que c'est pas normal de venir à l'école et de ne rien voir, de ne pas voir les professeurs. C'est un peu gênant. En suspendant les activités, les promoteurs d'universités privées dénoncent le retard dans le paiement des arriérés et demandent la signature des contrats. Et les étudiants, eux, souhaitent que les deux parties trouvent un terrain d'entente pour la reprise des cours. Moi, j'aimerais bien que le gouvernement et les responsables des universités privées trouvent un consensus. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Au gouvernement, c'est de s'entendre bien avec les universités privées. Parce que avec cette allure-là, ça ne peut pas avancer. C'est la seconde fois que les universités privées ferment les portes pour réclamer leurs droits aux autorités du pays. La première fermeture date du mois de février. Les responsables de ces différentes institutions d'enseignement supérieur protestaient contre les résultats du recensement biométrique.
L'affaire dite du 28 septembre, les avocats du commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba étaient de nouveau ce mardi face à la presse. Le collectif des avocats dénonce toujours les conditions de détention de leurs clients, la prise de parti et l'émission, disent-ils, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans ce dossier. Diao Bachir était à la conférence de presse. Suivez. Alors que ces avocats qui constituent la défense dans l'affaire Toumba semblaient prendre une pause ou du moins un recul judiciaire pour mûrir leurs réflexions afin de poursuivre le dossier, voilà que cette sortie médiatique du ministre de la Justice les fait subitement réagir. Pour maître Paul Yomba Kourouma, maître Cheikh Sako a encore violé la loi en prenant parti et s'immiscer dans le dossier du 28 septembre qui inculpe leurs clients. En violation même des prérogatives que la loi lui confère, ministre de la Justice, mais qui en réalité incarne l'injustice, la discrimination, le trafic d'influence, l'usurpation des titres et de fonctions, nous a frontalement attaqués au point de remettre en question ou en cause tout notre combat, celui du triomphe du droit et de l'état de droit. Le ministre est passé pour, se fait passer pour une partie à ce procès, à traiter les avocats d'incompétents. Les conditions carcérales de Aboubakar Sidiki Diakité Toumba inquiètent toujours ses avocats à la cour. Qui refusent les droits les plus élémentaires à un des inculpés. Alors que ces co-inculpés sont en liberté en ville. Ils cohabitent, comme nous l'avons toujours dit, avec les victimes, avec les parties civiles, avec les témoins. Si danger il y a, c'est à leur niveau, ce n'est pas au niveau de Toumba. Imaginez que même le droit de visite est disséqué, c'est-à-dire que c'est limité à sa sœur et à son père. Alors que même les condamnés ont des droits de visite. Les condamnés, hein? Lui qui ne l'est pas, qui jouit de la présomption d'innocence. Il ne peut pas faire de sport. Constatant donc cette situation inchangée chez leurs clients, le collectif réitère. C'est le statu quo. N'en déplaise aux détracteurs. Nous maintenons le statu quo. Notre mission est encore suspendue. Jusqu'à amélioration des conditions carcérales de notre client. Le 25 mai prochain, le collectif des avocats de Toumba sont convoqués pour assister à la confrontation entre Marcel Guilavogui et Aboubakar Sidiki Diakité Toumba. Une invitation déclinée à l'avance par ses avocats à la cour. Le programme d'inclusion sociale dénommé Jeunes en Action a été officiellement lancé ce mardi à Conakry par le ministre de la Jeunesse. Le projet d'inclusion sociale des adolescents et des jeunes vise à les accompagner dans la dynamique de participation citoyenne et de développement communautaire. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse avec l'appui financier de l'UNICEF, l'UNFPA et l'ambassade de France en Guinée. Alcéné Diallo. Il n'est de secret pour personne aujourd'hui que la jeunesse occupe le premier rang démographique en Guinée. Plus de 77% de la population est jeune selon les dernières données. Mais comment impliquer tous ces jeunes dans le processus de croissance du pays? Ce programme d'accompagnement de l'inclusion sociale des adolescents et des jeunes, qui a pour slogan « Jeunes en Action », vient répondre en partie à cette interrogation. Ce programme concerne l'ensemble des jeunes de la République de Guinée. Nous avons déjà plus de 4000 ambassadeurs U-Reporters. Ce sont des jeunes qui sont aujourd'hui actifs, consomment sur les problématiques liées à la jeunesse, qui répondent et qui permettent d'orienter justement les politiques nationales, qui permettent d'orienter les prises de décision et permettent de pouvoir agir de façon précise dans les différentes communautés, qui nous permettra in fine d'avoir une carte nationale des opportunités pour pouvoir adresser non seulement les besoins spécifiques des jeunes, mais aussi les besoins d'éducation et de formation de cette couche qui fait aujourd'hui plus de 77,3% de la population. Ce programme, qui concerne toutes les préfectures et sous-préfectures du pays, comporte 3 volets qui permettent d'assurer le bon déroulement du projet. Une première composante consiste à développer la communication avec la participation des radios rurales, avec l'utilisation de Europort
comme outil qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Et le second volet, c'est celui qui consiste à appuyer la mise en place de la structure fêtière des jeunes, en l'occurrence le Conseil national des jeunes de Guinée. Et un troisième consiste à également soutenir le programme de développement de l'animation socio-éducative en Guinée, avec un renforcement de capacité au niveau des animateurs socio-éducatifs que nous avons formés. C'est ce mardi que le projet Inclusion sociale des jeunes a été présenté par le ministre de la Jeunesse Moustapha Naïté aux responsables communaux de Conakry. Après cette présentation, les partenaires du projet promettent au département de la Jeunesse leur indéfectible appui à ce programme. En tout cas, l'UNFPA et l'UNICEF, on est vraiment très confortables parce qu'on sent notre position qui est très claire et très cohérente. Et donc nous sommes convaincus de jouer, de participer à quelque chose de fondamental. Vous êtes ici dans cette salle, l'avenir de la Guinée, et donc notre mandat, c'est bien de soutenir l'État et la société civile. Donc Monsieur le Ministre, une fois de plus, merci de nous associer à ce programme de l'avenir, du futur du pays, et vous pouvez compter sur notre accompagnement dans les mois et les années qui viennent. Nous ne pouvons pas toujours imaginer, et c'est évidemment aux jeunes de proposer les applications et les nouvelles pratiques de langage qui vont pouvoir et qui vont permettre de changer économiquement le pays. Depuis son démarrage, le projet a fait plusieurs prouesses, notamment la connexion Internet gratuite dans les maisons de jeunes de Conakry à l'intérieur du pays et a permis la création de 389 plateformes de jeunesse à travers le pays, a ajouté Moustapha Naïté. Les rideaux sont tombés hier lundi sur le Salon international de l'habitat et de la construction. Contrairement aux attentes des organisateurs, cette foire de l'immobilier n'a pas du tout connu d'affluence et les organisateurs du SIACO accusent la non-participation massive des autorités, chose qui a du coup eu des répercussions sur les travaux de panel. Oumar Sow. Dès l'après-midi de ce lundi, les voiles des stands du Salon international de l'habitat et de la construction ont commencé à être refermés. Chacun des exposants essayait de ranger ses produits et outils afin de libérer les lieux. Du côté des visiteurs, ils se raréfiaient au fur et à mesure que les stands disparaissaient. Contrairement à la première édition, selon le commissaire général de l'événement, la deuxième édition du SIACO a enregistré des imperfections, des dysfonctionnements qui, selon Malik Koli Delamou, dus au changement de dernière minute survenue. Mais malheureusement, avec les changements qui ont intervenu à la dernière minute, c'est dans le cadre du déplacement de l'événement pour l'intérieur du Palais du Peuple, a complètement abouti à une sorte de démobilisation de certains partenaires qui étaient venus pour, n'est-ce pas, exposer des engins de matériel lourd. Mais qu'à cela ne tienne, une forte représentativité a été enregistrée du côté du pays invité d'honneur. Le président des ingénieurs et constructeurs de la Côte d'Ivoire, lui, a insisté sur la nécessité de la présence des fournisseurs des matériaux exposés à cette foire dédiée à l'immobilier pour des fins de partage d'expertise. Ce n'est pas que les Guinéens seulement viennent exposer. Il faut bien que ceux qui leur fournissent le matériel viennent exposer. Leur donne le matériel nouveau. Pour dire, en 2018, on sera dans tel design. Donc, les gens viennent pour préparer la vision économique de leur business. Pour le secrétaire général du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, certes la participation a baissé, mais ce n'est nullement de la volonté des initiateurs. Face à ces ratés, Mohamed Mama Kamara évoque les contraintes du temps. Il a par ailleurs réitéré la détermination de son département à faire la promotion de tous ceux qui font du génie civil comme métier, notamment les étudiants. C'est vous, jeunes ingénieurs, urbanistes, architectes, qui devez faire en sorte que les différents projets que vous présentez à ces différents salons reflètent l'avenir de ce pays. Une occasion saisie par des étudiants en architecture pour mettre en œuvre leur créativité dans le domaine de la construction. Sur une maquette, ces architectes et urbanistes ont présenté des projets d'aménagement et de construction de la capitale, chose qui a d'ailleurs permis à ces étudiants de bénéficier des primes pour la qualité de participation au Salon international de l'habitat et de la construction.
Les assistants parlementaires renforcent leur capacité en gestion administrative, financière et comptable. Initiée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette formation se veut de mieux outiller l'administration parlementaire de mécanismes de gestion des finances, surtout à la session budgétaire prochaine de l'Assemblée nationale. Bontoura Biketa. S'attendre d'un travailleur des résultats probants, c'est d'abord mettre à sa disposition des outils de travail. C'est à cette ambition que vient répondre le PNUD en initiant cette formation à l'intention des travailleurs parlementaires. Les thématiques abordées sont entre autres l'analyse des procédures administratives, financières et comptables. Nous, assistants dans les commissions, nous gérons les travaux de commission au niveau de chaque commission. C'est-à-dire chaque commission est spécialisée pour un ensemble de départements ministériels, et en session budgétaire et en session des lois. Quand une loi arrive, le ministère initiateur, on confie à la commission compétente, chargée de gérer les dossiers concernant ce ministère. Donc les assistants de commission sont là. Donc nous intervenons dans tous les segments de la procédure législative. Cette formation, destinée aux assistants parlementaires, intervient à point nommé. Déjà en octobre, ils devront pouvoir faire bon usage des acquis lors de la session budgétaire. Donc c'est une bonne occasion de nous saisir de cette formation. Surtout que, encore mieux, la session budgétaire arrive en octobre. Donc les connaissances acquises ici, au niveau de la gestion financière et comptable, nous permettront carrément de mieux affronter, de mieux aborder la session budgétaire, en toute connaissance de cause. Et là, nous serons mieux outillés pour servir encore davantage les députés, pour qu'ils accomplissent leur mission à bon escient. Comme cette formation, plusieurs autres sont initiées aussi bien à l'intention des fonctionnaires parlementaires que les députés eux-mêmes. Sport à présent, le Orea Athletic Club affronte demain mercredi 24 mai le TP Mazembe du Congo au stade du 28 septembre. En prélude à la rencontre, les deux entraîneurs étaient ce mardi face à la presse au siège de la Fédération guinéenne de football. Chacun d'eux a communiqué sur les performances de son équipe et étalé son schéma du jeu. Moussa Sefa Kamara. C'est une rencontre tant attendue côté guinéen mais aussi congolais. Une première confrontation entre ces deux équipes dans les joutes continentales. L'Orea AC, fort de ses atouts, l'entraîneur Victor Zuvka veut mettre en évidence ses expériences pour limiter les dégâts qu'on a pris. Plusieurs matchs, même de l'année dernière, naturellement j'ai regardé l'année dernière. Tu te rends compte quand même que bon, ils ont quand même deux ailiers qui sont capables de faire la différence, ils vont vite. Ils sont très bons en contre, ils sont dribbleurs, ils sont provocateurs. Donc il faudra être très vigilant sur ce côté-là. Mais bon, moi je considère que c'est un match, donc c'est un match à domicile. Je crois que bon, il faudra d'abord nous, avec nos qualités, essayer naturellement de leur faire peur, d'être à la hauteur et de les faire reculer, de les obliger à jouer dans leur camp. Loin de ses installations, Pamphile Miao se méfie de l'adversaire et dispose déjà son plan de jeu pour répondre aux vérités offensives de Orea Athletic Club de Conakry. Dans des matchs pareils, on joue à l'extérieur, on n'est pas à la maison, donc on doit être fort tactiquement. On doit chercher à jouer en bloc équipe pour pouvoir essayer de boucher tous les passages de l'adversaire et pouvoir jouer par après. Dès qu'on a le ballon, on doit chercher à jouer normalement. Donc il faut penser à défendre en même temps, tous ensemble, et puis penser à attaquer aussi tous ensemble. Privé de son président depuis quelques années, qui vit en exil politique du côté de l'Hexagone, pour l'entraîneur principal de la formation congolaise, il n'y a pas de péril à la demeure. Le président Moïse Katumbi étant à l'extérieur, en dehors du pays, il est toujours proche en esprit et il fait tout comme avant, les motivations, les primes, tout, les salaires, il n'y a pas quelque chose qui cloche. La première journée, l'Orea AC est allé tenir en échec le club sud-africain de Supersport United sur le score de 2 buts partout et le TP Mazembe a battu le club gabonais FC Mounana 2-0. Du coup, les Congolais occupent la tête du groupe D avec 3 points et suivi du Orea avec un petit point. Autre rencontre en vue, c'est d'abord le match amical entre le Sili national de Guinée et l'Algérie le 5 juin à Bida. Et ensuite, une autre rencontre, je vais dire,
les éléphants de la Côte d'Ivoire le 11 juin au compte des éliminatoires de la première journée de la CAN 2019. Hier lundi, le sélectionneur Kamfori Lapé Bangoura a dévoilé la liste des 22 joueurs retenus. Le grand absent, c'est bien Abdul Keita, mais Kevin Constant, lui, signe son retour après un an d'absence. Selon le coach, cette liste a obéi à un certain nombre de critères. Suivez. Je pense que nous partirons très optimistes et je crois, après toute discussion, j'ai choisi un groupe qui répond à ces multiples critères. Critères mentaux, c'est-à-dire l'état d'esprit, et critères techniques, performance. Certes, c'est vrai, il y aura quelques joueurs, ça dépendra du fait qu'on a des déficits à certains postes. Et là, nous serons obligés de tenir compte de leur expérience, déjà en équipe nationale. Et pour mieux renforcer l'ossature du Sili, Kamfori Bangoura n'hésite pas à tendre la main aux anciens cadres de l'équipe. Suivez à nouveau le coach du Sili national de Guinée. Alors à partir de cette ossature, certainement il y avait des joueurs cadres qui manquaient. J'ai eu à discuter avec tous ces joueurs cadres, revoir lesquels sont disponibles aussi ou disponibles de revenir. Et vous constaterez aussi qu'il y a eu des joueurs, depuis que je suis arrivé, que je n'ai pas eu à convoquer, reviendront parce que j'ai eu le temps de discuter avec eux, on a argumenté et on s'est compris. Par rapport à tout ça, j'ai réussi désormais à les convoquer. Je pense sur le plan de l'état d'esprit, je crois que ça commence à progresser. Il y a un entendement général et tout le monde commence à adhérer à cette politique que j'ai mise en place. Sur le continent en RDC, le pouvoir est-il impliqué dans les exactions commises dans le Kasaï? La question met la République démocratique du Congo en effervescence. Les interrogations qui sont nées des révélations du New York Times et pour le quotidien américain, Clément Kankou aurait téléguidé une attaque de miliciens. Clément Kankou, député, était à l'époque ministre de la Coopération. Des enregistrements audio accréditent la thèse de son implication. Suivez. Voici l'enregistrement audio qui fait désormais le tour des réseaux sociaux. Les deux hommes échangent en langue Tislouba. Il s'agirait de Clément Kankou, député du Kasaï, et d'un milicien de Kamwina Nsapu. Le milicien raconte à Clément Kankou les violences auxquelles ces hommes viennent de se livrer. Puis, il parle du meurtre d'un officier et d'une attaque à venir. Le député demande des détails. C'est le New York Times qui a révélé ce dimanche l'existence de cet enregistrement. Un document qui se trouvait dans l'ordinateur de l'experte de l'ONU, Zaïda Catalan. Elle et son confrère, Michael Sharp, ont été tués sauvagement en mars dernier. 2 miliciens de Kamwina Nsapu sont aujourd'hui accusés de ces meurtres. Autre fait étrange, cet enregistrement date du 8 août 2016, donc avant la mort du chef traditionnel Kamwina Nsapu, et donc avant les massacres de grande ampleur qui s'en sont suivis. Et surtout, il était connu des autorités congolaises depuis août dernier. D'ailleurs, à l'époque, Clément Kankou avait dû s'expliquer, mais il n'y avait eu aucune suite. Si ce document est véridique, il met en évidence l'implication de Clément Kankou dans les tueries du Kasaï. Mais pour le moment, il suscite beaucoup de questions. Qui a réalisé cet enregistrement? Pourquoi était-il dans l'ordinateur de l'experte de l'ONU? Pourquoi ressort-il maintenant? Et quelle pourrait être la recevabilité de ce document si se tient un jour un procès? La polémique enfle. Le Royaume-Uni sous le choc. Le terrorisme a donc tué à Manchester. Cet attentat, suicide revendiqué cet après-midi par le groupe État islamique, a fait 22 morts et une soixantaine de blessés. Hier soir, un homme a fait exploser la bombe au milieu de la foule à la fin du concert de la star américaine Rihanna Grande. Parmi les victimes, de nombreux enfants. Suivez. 22h30 hier soir à proximité de la salle de concert, la caméra embarquée de ce véhicule enregistre la puissante explosion.
l'intérieur aussi, l'explosion va couvrir un bref instant le concert qui se termine alors, laissant place à la panique générale. J'étais inquiète, alors j'ai appelé ma mère. Je n'arrivais pas vraiment à entendre quoi que ce soit parce que cette oreille était bouchée. J'ai vraiment eu très peur. Les gens pleuraient, ils gémissaient, c'était vraiment bouleversant. Personne ne sait alors réellement ce qui vient de se produire. Mais dans les escaliers et les couloirs du Manchester Arena, c'est la bousculade. Chacun cherche à atteindre la sortie. Ceux qui parviennent à l'extérieur sont immédiatement pris en charge par les secours déjà sur place. Au petit matin, les spectateurs qui s'en sont sortis indemnes s'interrogent, encore sous le choc. J'ai l'habitude d'aller à des concerts depuis que j'ai 9 ans et je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça, comme ce qu'on voit aux infos, les autres attaques. On ne s'attend pas à ce que ça nous arrive. La sécurité n'était pas vraiment à la hauteur par rapport à d'autres concerts. Quand on est rentré, on nous a pas fouillé du tout, on a juste scanné les tickets et c'est tout. Avec une capacité d'accueil de 21 000 personnes, le Manchester Arena est la plus grande salle du pays et la deuxième d'Europe. Hier soir s'y produisait Ariana Grande, une chanteuse américaine très appréciée des adolescents, des jeunes qui figurent parmi les nombreuses victimes. Nous pensons aux 22 victimes dont nous avons connaissance, aux 59 personnes qui ont été blessées et à leurs proches. Et d'après les premiers éléments, l'attaque de la nuit dernière a été conduite par un seul homme. La priorité est de déterminer s'il a agi seul ou dans le cadre d'un réseau. L'attaquant, je peux le confirmer, est mort à l'intérieur. Avec ce lourd bilan, cette attaque à Manchester est la plus meurtrière sur le sol britannique depuis les attentats de Londres, le 7 juillet 2005. Oui, Manchester touché en plein cœur et c'est la jeunesse et les enfants qui sont ciblés par ce terrorisme. Le drame a suscité une énorme vague d'émotions, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Suivez. C'est un maire effondré qui se présente devant les journalistes après les événements de la nuit. Après la plus sombre de nos nuits, Manchester se réveille aujourd'hui dans la plus pénible des aubes. C'est difficile d'imaginer ce qui s'est produit ici, au cours de ces dernières heures, et de mettre des mots sur le choc, la colère et la douleur que nous ressentons aujourd'hui. Ce matin, Theresa May a convoqué un conseil de sécurité nationale. La première ministre britannique est déterminée à ne pas céder à l'intimidation. Aujourd'hui, rappelons-nous de ceux qui sont morts et célébrons ceux qui ont porté secours, avec la conviction que les terroristes ne gagneront jamais et que nos valeurs, notre pays et notre manière de vivre l'emporteront toujours. Ensemble avec Jeremy Corbyn, le dirigeant de l'opposition travailliste, ils ont décidé de suspendre la campagne électorale en vue des élections législatives anticipées. Ailleurs en Europe, les messages sont unanimes pour condamner un attentat qui a visé des enfants et des adolescents. Pour la chancelière allemande, la terreur s'est invitée là où devait régner la joie. Par le biais de son président, la France, durement touchée déjà par les attentats, veut mener un combat commun contre le terrorisme. Outre-Atlantique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a immédiatement réagi aux événements, tout comme ce matin, Donald Trump en visite au Proche-Orient. Le terroriste est un extrémiste et ceux qui lui ont prodigué aide et refuge doivent être écartés de notre société pour toujours. Enfin, la chanteuse Ariana Grande, qui était sur scène hier soir à l'Arena de Manchester, a fait part sur Twitter de son total effondrement. Dans l'actualité toujours et pour terminer, ce voyage tout un symbole, suite de la tournée marathon de Donald Trump. Après s'être recueilli devant le mur de lamentation au lieu du judaïsme, hier, le patron de la Maison-Blanche s'est rendu à Bethléem, en Cisjordanie, un territoire palestinien, où il a rencontré Mahmoud Abbas pour discuter d'une éventuelle relance de la négociation israélo-palestinienne. Suivez. Les yeux fermés, comme pour mieux mesurer la solennité des lieux, Donald Trump dépose une gerbe au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Ce sera la dernière image forte d'un séjour riche de symboles, mais pauvre en prise de position. Jusqu'au bout, le président américain aura loué l'alliance avec Israël, sans se prononcer sur les questions concrètes.
Ce moment historique représente pour tous les habitants du Moyen-Orient une opportunité nouvelle de dépasser leurs divisions religieuses, d'éteindre les feux de l'extrémisme et de définir un socle commun à partir duquel nous bâtirons un avenir prospère pour toute la région. Mais côté israélien, on se montre encore sceptique sur la reprise du processus de paix bloqué depuis 3 ans. J'espère que le président Mahmoud Abbas respectera les principes que nous avons érigés avec Donald Trump, à savoir arrêter de financer le terrorisme et de glorifier les meurtriers. Ce matin, Donald Trump prenait la route de la Cisjordanie occupée pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Lui aussi a tenu à poser ses conditions préalables à tout accord de paix. Notre position est claire. La reconnaissance d'une solution à 2 États selon les frontières définies en 1967. C'est-à-dire la reconnaissance d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, cohabitant avec un État israélien, en bonne entente et en toute sécurité. Un dossier épineux pour une visite éclair. Donald Trump ne sera resté que quelques heures en territoire palestinien. Il repart cet après-midi au Vatican pour poursuivre sa tournée internationale. Mesdames, Messieurs, vous pouvez aussi retrouver cette édition d'informations sur notre site internet www.tamtamguinée.com en texte et en vidéo. Au revoir.